Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous dire quel triple bonheur d'être parmi vous. D'abord parce que je reviens à mon alma mater où j'ai fait mes études. Certes, c'était dans un autre Louvain qui n'était pas encore la Neuve. Et j'en ai gardé les meilleurs souvenirs sur les valeurs qui sont défendues dans cette université et à cette très belle faculté de droit qui est un des grands fournisseurs du barreau. Si nous sommes 18 000 avocats en Belgique, je pense qu'entre un tiers et la moitié des avocats proviennent de cette belle université. Et demain, il y aura encore des avocats qui viendront d'ici. Et la profession d'avocat est certainement la plus belle profession du monde. Venez nombreux dans cette belle profession qui a doublé en 10 ans. La deuxième satisfaction, c'est que avocat.be co-organise ceci avec l'UCL et le Centre de droit privé, ce qui me donne l'occasion de retrouver Denis Philippe, avec qui nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons beaucoup travaillé ensemble sur un sujet qui est un sujet de grande actualité. Et l'intelligence artificielle, finalement, c'est un peu comme Dieu. Il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui n'y croient pas, et il y a les agnostiques. Mais de toute façon, c'est irrésistible et incontournable. C'est comme l'électricité, comme les machines à vapeur, c'est un fait, c'est une réalité, et nous devons nous y préparer. C'est un sujet dans lequel, en tant qu'avocat, nous avons beaucoup investi et dans lequel nous investirons beaucoup encore. Pourquoi ? Parce que si nous investissons dans l'intelligence artificielle, c'est que nous croyons en l'homme et la femme et que nous croyons que ce n'est qu'un outil en quelque sorte, sans responsabilité, sans vie, sans subconscient et sans surmoi, mais qui devrait nous aider à progresser. L'intelligence artificielle est un vecteur de progrès de l'homme, des juristes et des avocats. Mais l'intelligence artificielle ne sera toujours que ce qu'on lui a donné et ce qu'on lui a programmé. Et si on peut espérer qu'elle fasse des belles choses, elle sera aussi capable de faire des mauvaises choses. Il faut donc toujours garder une certaine maîtrise de la chose pour faire en sorte qu'elle soit responsable dans la société de demain. Alors, en un mot sur notre institution, avocat.be a beaucoup investi dans le numérique, dans l'informatique et probablement demain dans la robotique. Nous avons plusieurs axes qui sont dans notre déclaration de politique triennale « Faire et devenir ». Le premier axe, c'est d'investir dans des logiciels de gestion. Certes, nos actionnaires, c'est-à-dire les barreaux, les 12 barreaux de la communauté française et de la communauté germanophone, ne nous donnent pas les moyens que nous devrions avoir pour être tip-top à la hauteur. La cotisation est de 375 € brut, c'est-à-dire qu'un avocat wallon ou bruxellois consacre 2 ou 3 heures de son temps sur une année à tous les projets que nous développons. C'est évidemment insuffisant. Il nous faudrait le double de moyens, surtout si nous voulons investir dans les moyens pour contrer la concurrence d'une part, et la concurrence vient d'abord de Google, elle vient des autres professions juridiques, mais aussi bien entendu des professionnels du chiffre qui ont investi là-dedans des moyens considérables. Premier axe, les logiciels de gestion. Et alors que j'avais sous la main une quarantaine de logiciels, nos actionnaires ont décidé cette année de n'en retenir que moins d'une dizaine qui sont en cours de développement maintenant. Deuxième axe, c'est l'informatisation de la justice. Nous avons signé un protocole avec le ministre de la Justice en juin 2016 pour privatiser la justice. L'État s'est clochardisé, vous le savez, n'a plus les moyens, à en souvenir des logiciels d'informatisation de la justice qui ont complètement foiré. Rappelez-vous des projets Keops et Phoenix, lorsque M. Stéphane de Klerk était ministre de la Justice et Mme Onkelings l'était encore avant lui. Ces projets ont été des échecs cuisants.
et l'État a décidé de privatiser cette informatisation. Les barreaux ont donc pris cela en main. Nous avons beaucoup investi, non pas les cotisations, mais des emprunts. Nous avons créé un fonds informatique et nous avons lancé le premier projet de l'informatisation l'année dernière, le 1er avril. Nous avons donc 1 an d'expérience du produit qui s'appelle Rexol, qui est l'informatisation de la gestion des faillites. C'est une réussite après avoir eu quelques chaos de départ. Ce produit est parfaitement rentable et à ce point rentable que nous allons très probablement diminuer les coûts d'accès à ce produit informatique. Le deuxième élément, c'est que nous avons créé avec nos amis néerlandophones un produit commun qui s'appelle la DPA, Digital Platform for Attorneys, qui est la manière de répondre aux besoins de la justice. Et nous avons lancé, il y a quelques semaines, le deuxième produit, lancé cette fois-ci par la DPA, qui est le e-Deposit 3, c'est-à-dire le dépôt des actes de procédure par voie informatique, mieux sécurisé et plus intelligent. Ce produit fonctionne actuellement. Il va devenir obligatoire le 1er juillet. Et ce produit est accessible grâce à une carte électronique d'avocat dans laquelle nous avons également investi, qui donne aussi accès aux bâtiments de justice et qui demain devrait donner accès à toute une série de produits et d'applications numériques GSM et plaquettes. Le nouveau produit qui va arriver est le produit e-Box, c'est-à-dire l'inverse, la notification des magistrats vers les acteurs de justice. Et celui-là m'intéresse dans le sujet que nous allons aborder de l'intelligence artificielle. Et dernier produit qui sera lancé fin de cette année-ci, c'est la médiation de dette, le RCD, dans le package de la nouvelle loi numérique qui va être publiée d'ici les vacances. Le RCD y sera également compris. Ça, c'est l'axe, je dirais, informatisation de la justice. Quatrième axe, c'est un axe plutôt d'information et de formation, c'est la création d'un incubateur. Nous avons créé au mois de septembre dernier un incubateur pour la communauté française et germanophone dans l'idée de former et d'informer au maximum le barreau pour encourager le barreau à rejoindre, à travailler avec des legal tech, avec des start-up, et aussi en créer. Et plusieurs avocats, qu'ils soient isolés, qu'ils soient moyens ou grandes associations, ont joué le jeu. Et plusieurs produits, plusieurs services sont actuellement en cours. Cet incubateur travaille aussi sur la validation, sur la notation des start-up qui travaillent actuellement, qui vont de choisir, je choisis mon avocat, qui nous pose quand même quelques soucis actuellement. Nous allons leur adresser une mise en demeure dès l'entrée en vigueur du règlement du RGPD le mois prochain, pour voir quels sont les principes, nos principes déontologiques, et est-ce que ces start-up, ces legal tech les respectent ou pas. Parce qu'autant je suis favorable au développement des legal tech, autant je dis que tout le monde doit jouer le jeu et que ces sociétés, fût-elles américaines, si elles viennent sur nos marchés, elles doivent respecter nos règles du jeu et on sera bons amis. Dernier chantier qui est un chantier qui nous tient à cœur, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle appliquée au big data, c'est-à-dire à la masse de données. Aujourd'hui, la masse de données en Belgique, du point de vue juridique, n'existe pas, sauf au niveau législation. Au niveau législation, il faut reconnaître que la Belgique a bien travaillé. Toutes les lois, les règlements, tout cela se trouve disponible gratuitement par tout le monde sur Internet. Et ces banques de données peuvent être traitées par l'intelligence artificielle. Il en va autrement de la jurisprudence. Alors nous avons des acteurs qui, dans un instant, vont nous parler de leurs expériences, des banques de données qui, pour la plupart, ont été créées par leur société ou complétées par leur société. Mais pour qu'un big data soit exploitable au niveau de l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait une banque de données sérieuse. En Belgique, cela n'est pas encore sérieux. Nous avons un système qui s'appelle Juridat. Sur ce système, il y a aujourd'hui 160, 170 000 décisions judiciaires. Si je prends l'ensemble des décisions judiciaires qui ont été prononcées depuis la Deuxième Guerre mondiale,
c'est loin, il n'y a que 0,47% des décisions de justice qui se trouvent sur cette banque de données, c'est-à-dire peanuts. Ce n'est pas avec ça qu'on sait traiter convenablement des données qui peuvent être sérieusement qualifiées de données en vue d'une justice prédictive. Et donc il faudra encore un peu de temps. Alors certains mettent ce temps entre 5 et 10 ans. J'ai le sentiment qu'avec l'accélération de tout ce qui est en train de se passer, ça va aller plus vite et nous allons nous trouver dans un délai de 2, 3, 4 ans où nous aurons cette banque de données qui sera le pain sur lequel on peut sérieusement travailler. Alors est-ce que ça veut dire qu'entre-temps on se croise les doigts et qu'on ne fait rien? Non. Nous avons décidé de créer un groupe de travail mixte sur l'intelligence artificielle pour préparer ce travail et de faire en sorte que nous ne laissions pas le monopole de l'intelligence artificielle aux ingénieurs. Il faut que les juristes et il faut que les acteurs de justice les plus importants, c'est-à-dire les avocats, se réapproprient cette technologie et soient entendus dans le cadre de la mise au point de ces banques de données, la manière dont ça va être traité. Alors certes, les questions ne sont pas limitatives, mais il y a un paquet de questions qui sont sur la table et que vous avez déjà en filigrane abordées ce matin. C'est est-ce que ces banques de données, qui va être propriétaire de ces banques de données? Est-ce que ce n'est pas une compétence régalienne? C'est quand même l'État, dans sa compétence de justice, qui a produit ces décisions. Et donc, qui va être propriétaire? Qui va avoir accès à ces banques de données? Est-ce qu'elles seront en open data? Est-ce que tout le monde aura accès à ces banques de données? C'est une vraie question. Qui va déterminer les algorithmes? Est-ce que ce sont les assurances protection juridique? Est-ce que ce sont les grands capitaux? Est-ce que ce sont les universités qui ont peu de moyens? Est-ce que c'est le barreau? Est-ce que c'est les grandes associations? Est-ce que ce sont les éditeurs? C'est une vraie question démocratique que nous devons nous poser. Et ce débat, le barreau souhaite y être associé. Parce que finalement, les jugements, au départ, viennent de contentieux, de litiges entre les justiciables défendus ou assistés par des avocats qui forment le barreau. Et nous voulons être présents dans cette détermination. Est-ce que les décisions de justice doivent être publiées comme telles, comme les sociétés de prédictivité le souhaitent, nous disant que si on veut que la justice soit prédictive au maximum, il faut que nous ayons le maximum d'éléments d'identifiant des personnes concernées. Ou est-ce qu'on choisit une autre voie d'anonymisation? Mais qu'est-ce qu'on anonymise? Est-ce qu'on se borne à anonymiser les noms, les prénoms, les adresses, les dates de naissance? Est-ce qu'on anonymise les noms des avocats? Il y a, dans certains pays, des espèces de maîtres à chat d'avocats où en cliquant le nom d'un avocat, on voit le nombre d'affaires gagnées, le nombre d'affaires perdues. Il y a des comparaisons qui sont faites. Est-ce qu'on anonymise les noms des magistrats? Est-ce qu'on anonymise les données objectives qui se trouvent dans des décisions judiciaires en matière de gestion de fortune? Est-ce qu'on met tout ce qui concerne les numéros de compte des justiciables? Est-ce que vous parliez des voitures tout à l'heure? On parle d'un numéro de plaque d'immatriculation qui identifie une personne, ou est-ce que tout ça est baqué? Il y a une vraie réflexion que nous devons avoir et que nous avons décidé d'initier. Vous avez appris que le ministre de la Justice, nous avons un ministre qui est un visionnaire, qui restera certainement dans l'histoire, qui en fait peut-être un peu beaucoup et parfois un peu trop vite et un peu beaucoup, mais enfin quand même, il a décidé de rénover les professions juridiques et en ce qui concerne les avocats, a désigné à l'automne dernier 2 rapporteurs, 2 experts, mon prédécesseur, Patrick Henry, et Patrick Hofstrasser, ancien administrateur de l'OVB, pour réfléchir à la profession d'avocat. Le rapport sur l'avenir de la profession d'avocat a été communiqué au ministre le 28 février dernier. Le jour où je l'ai reçu, je l'ai adressé à l'ensemble des bâtonniers et je l'ai mis sur Internet 2 jours après. Il a été mis à disposition des 8000 avocats de notre institution. Nous avons reçu 3 mois pour travailler sur ce rapport et venir avec une réaction.
J'ai demandé un mois en plus pour négocier avec nos amis néerlandophones, pour essayer d'avoir une position commune aussi. Et tous les conseils de l'ordre, les jeunes barreaux, les carrefours des stagiaires, les commissions, les avocats qualifiés d'optimistes dans le Hainaut sont en train de travailler sur ce rapport. Rapport qui fait près de 600 pages, rapport qui contient 38 propositions, rapport avec une introduction de 150 pages qui qualifie l'avocat de demain. L'avocat de demain, d'après les rapporteurs, sera essentiellement un avocat économique. Ce rapport est surtout orienté vers ce qu'on est qualifié aujourd'hui, de par le nouveau Code de droit économique, l'entreprise. L'avocat est devenu une entreprise. Je regrette parfois qu'on oublie que l'avocat est dans un état de droit le meilleur défenseur de l'état de droit et qu'il y a d'autres facettes à notre profession. Mais en filigrane de tout ce rapport, il y a l'économie, il y a le numérique, il y a l'informatique et très curieusement, dans ces 38 propositions, il n'y a que 2 propositions qui touchent le sujet qui est à l'ordre de nos travaux cette journée. Il y a un chapitre consacré à l'intelligence artificielle et à un autre sur lequel je ne m'appesantirai pas, qui est un système fiscal bien connu en matière de cinéma, qui est de récompenser les investissements en technologie de l'information par le tax shelter. Alors, allez savoir pourquoi le tax shelter des investissements informatiques serait réservé aux avocats, mais c'est en tous les cas la proposition qui est formulée. L'autre proposition m'intéresse plus, qui est de créer une autorité, une nouvelle institution un peu du type d'organe comme l'OCAM, qui serait une institution mixte, barreau-magistrature, avec une porte ouverte sur les universités. Et je crois qu'il faut être ouvert sur cette porte qui est là. Je crois que les universités, d'une manière ou d'une autre, doivent être associées à notre réflexion. Leur vision est parfois plus rassurante ou parfois plus inquiétante, mais en tous les cas, elle a plus de long terme que ne l'a les passeurs que sont les institutions au niveau du barreau. Et la création de cette institution va dans le sens du groupe de travail que nous avons décidé de créer. Elle a le même objet ou un objet comparable qui est de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle appliquée aux banques de données de juridiction, de jurisprudence. Il y a d'autres facettes à l'intelligence artificielle, bien entendu. Je voyais il y a un mois et demi une entreprise financière a lancé un appel d'offres restreint auprès de 5 cabinets ici en Belgique qui avaient été présélectionnés en fonction de leurs compétences et de leur expertise. Et le cabinet qui a été en finale choisi était celui qui a pu faire une proposition qui était sans doute financièrement la plus intéressante, mais aussi cabinet anglo-saxon qui a déjà fait des applications en intelligence artificielle au niveau international. Il y a des cabinets qui ont pris le devant. Bien sûr, ce sont essentiellement des cabinets internationaux, mais grâce à ces investissements, ils parviennent à produire, à donner des services et des contrats à leurs clients qui sont moins chers aujourd'hui. Et demain, en tant qu'avocat, nous devrons nous poser la question de savoir, l'avocat qui ne met pas à disposition de ses clients des services qui bénéficieraient de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'engage pas sa responsabilité? Est-ce qu'un avocat normalement prudent et diligent demain n'est pas celui qui s'équipe d'outils normaux? Avant, c'était le téléx, le téléfax et puis Internet et toutes sortes d'outils. Est-ce que demain, le fait de ne pas mettre à la disposition des clients l'intelligence artificielle n'est pas un comportement anormal pour un avocat moyen? C'est la raison pour laquelle nous devons nous préparer à solidariser ces investissements. Il est impensable que l'avocat moyen belge puisse aujourd'hui, ou voire demain dans les premières années, avoir les capacités de financer cette technologie. Et ce sera sans doute pour mon successeur, nous devrons nous poser la question de financer, soit seul, soit avec d'autres professions, peut-être les notaires, pourquoi pas, peut-être les juristes d'entreprise, pourquoi pas,
peut-être les universités avec les moyens du bord, mais nous devrons certainement solidariser. Parce que les conséquences de l'application de l'intelligence artificielle sur notre profession ne seront pas négligeables. Aujourd'hui, nos cabinets sont organisés de manière pyramidale, avec au départ, je dirais, beaucoup de stagiaires, et puis des juniors, et puis des seniors, de manière assez pyramidale. Quelles sont les tâches que nous dédications aux plus jeunes? C'est évidemment d'abord un travail de recherche. D'abord, retrouver l'information la plus pertinente, la jurisprudence, le casus qui va faire en sorte que, dans un cas similaire, une cour d'appel ou une cour de cassation a déjà appréhendé la situation. Demain, cette tâche sera traitée par l'intelligence artificielle, par les moteurs de recherche, et donc ce travail-là va glisser autrement. Qu'est-ce que nous allons donner comme travail à ceux qui sont dans la salle et qui vont venir au barreau demain? Comment nos cabinets d'avocats vont être organisés demain? Certes, ils seront organisés de manière plus fuséale, avec une structure plus serrée, plus rapprochée. Certes, dans nos cabinets, il y aura autre chose que des avocats. Si je vois une entreprise comme Deloitte aujourd'hui, déjà dans ce département juridique, il y a un grand nombre de personnes qui ne sont pas des juristes. Demain, nous aurons besoin d'ingénieurs, nous aurons besoin de marketeurs, nous aurons besoin d'informaticiens et nous aurons besoin d'intelligence partagée. Le travail va se répartir autrement. Nous devrons apprendre à se répartir le travail autrement. Mais en tous les cas, l'avocat sera toujours là par rapport à la machine, avec plus d'empathie, avec plus de bienveillance, avec une stratégie que la machine aura moins ou aura pas. Et le justiciable, ce qu'il veut, lui, c'est d'avoir un être humain face à ses problèmes, qu'il écoute et pas une machine. Si nous avons un problème médical, nous n'avons pas envie d'aller voir une machine. La machine n'est qu'un outil qui peut aider à donner un diagnostic. Mais l'empathie, c'est d'abord l'être humain. C'est là que l'avocat sera, certes, dans ses meilleurs atouts. Et demain, lorsque nous aurons une justice prédictive, qui sera le Antigone? Qui sera le Prométhée? Qui dira non à la machine? Ce n'est pas parce que la machine a du 60%, on nous dit que dans une affaire similaire, la jurisprudence doit aller dans ce sens, qu'il faut reproduire les choses. Il faut apprendre à maintenir nos valeurs de la contradiction et à faire passer dans la hiérarchie des valeurs, certaines valeurs qui sont supérieures à d'autres. Et c'est peut-être ça, et j'en terminerai par là, qui fait la différence entre une dictature et une démocratie. C'est que nous pouvons assez aisément nous mettre d'accord sur des valeurs d'équité, de justice, de probité, de loyauté. Mais là où il y a une différence, c'est dans la proportionnalité, dans l'échelle des valeurs. Et là, l'avocat, le juge, doit avoir le dernier mot, c'est la manière de hiérarchiser nos valeurs. Voilà les enjeux de la profession face à l'intelligence artificielle.